à la poursuite du bonheur. On m'a souvent traité d'irréfléchie, d'inconsciente. Peut-être avait-il raison, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que parfois, il faut désobéir aux voix de la raison pour entendre celles du cœur. Le bonheur, je ne l'ai pas trouvé sur un chemin bien tracé. Je l'ai poursuivi, souvent à contre-courant, toujours guidé par une conviction intime, qu'ailleurs, loin des chaînes qu'on m'imposait, m'attendait une vie meilleure. Mais ce bonheur a eu un prix, celui de l'exil, de la solitude, des blessures silencieuses qu'on porte longtemps en soi. J'ai tout quitté, j'ai tout risqué, pour une promesse d'amour, pour un espoir. Voici le récit de cette quête. Voici le prix que j'ai payé pour vivre libre et heureuse. Voici mon histoire. Je m'appelle Alma. À 16 ans, ma vie a basculé dans l'irréparable. J'ai perdu mes parents et mes 2 frères dans des circonstances aussi brutales que tragiques. En un instant, je suis devenue orpheline. Plus de famille, plus de repères. Seule au monde, j'ai dû me résoudre à rejoindre un cousin éloigné de mon père, le seul à avoir accepté de m'accueillir. Il vivait avec sa femme et leurs 5 enfants, 4 filles et un garçon. En échange de l'hospitalité, je devais travailler les week-ends sur l'exploitation agricole. C'était le prix à payer pour avoir un toit au-dessus de ma tête. Je ne connaissais ni le lieu, ni les gens, encore moins le lycée où ils m'avaient inscrite. Tout était nouveau, froid, étranger. Dès les premiers jours, j'ai senti que je n'étais pas la bienvenue. Je dérangeais, je le lisais dans leurs regards, je le ressentais dans leur silence, mais je n'avais nulle part où aller. Leur vie continuait sans moi. Les filles sortaient s'amuser pendant que moi, je passais mes week-ends dans les champs. Je les regardais rire, libres, et je les enviais en silence. Mais je ne me plaignais pas. Je savais trop bien dans quelle position je me trouvais. Au lycée, c'était pareil. J'étais la nouvelle, invisible aux yeux des autres. Alors, à chaque pause, je me réfugiais dans un petit escalier, à l'écart, là où personne ne venait jamais. Je m'asseyais, seule, et je regardais dehors à travers une grande vitre. C'était devenu mon rituel. Je ne faisais que contempler et rêver. Puis, un jour, alors que je m'évadais dans mes pensées, une voix m'a fait sursauter. « Salut, pourquoi tu restes toujours toute seule ici ?» Je me suis retournée, un peu surprise. Un garçon était là, debout, me regardant avec une douceur désarmante. Il s'appelait Aiden. Je lui ai expliqué que je n'avais pas d'amis ici, que c'était pour ça que je venais m'isoler. Il s'est simplement assis à mes côtés. Et ce jour-là, sans le savoir, il a ouvert une fenêtre dans mon cœur. À partir de ce moment, il venait souvent me rejoindre. Il m'a demandé un jour ce que je regardais toujours à travers cette vitre. Je lui ai répondu timidement. Je ne sais pas vraiment, mais quand je regarde dehors, c'est comme si je cherchais mon avenir. Je me demande s'il sera lumineux ou couvert, s'il pleuvra ou s'il fera beau. Mais ce ne sont que des pensées. Je rêve, tout simplement. Il m'écoutait, toujours, avec cette attention rare. Un jour, il m'a demandé s'il pouvait m'appeler. J'ai baissé les yeux, gênée, et je lui ai avoué que je vivais chez un cousin et que je ne pouvais pas lui donner leur numéro. Il n'a pas insisté, il a compris, et cela m'a touché profondément. Chaque soir, il me raccompagnait du lycée. Aiden est vite devenu bien plus qu'un ami. Il était mon refuge, mon secret, mon confident. Vers le milieu de l'année, j'ai appris par d'autres élèves qu'il avait remporté un concours de dessin. Tous disaient qu'il avait dessiné une jeune fille mystérieuse. Quelques jours plus tard, il m'a avoué que la fille de son dessin, c'était moi. J'étais bouleversée. Quand avait-il trouvé le temps de me dessiner? Il m'a raconté qu'au début de l'année, avant même qu'on se parle, il me voyait déjà là, assise dans les escaliers, perdue dans mes pensées. Un jour, sans que je m'en aperçoive, il m'a dessiné. Puis, il m'a tendu son œuvre. Mon cœur s'est serré. C'était bien moi, mon portrait, figé dans ce moment que je croyais invisible. Moi, contemplant le monde à travers une vitre. J'étais touchée au plus profond de mon être. À travers ce dessin, j'ai su, il m'aimait. Et ce que je ressentais pour lui, c'était pareil. Aiden et moi étions devenus inséparables. Chaque jour, nous n'avions qu'un seul désir,
nous retrouver. Les heures de cours nous semblaient interminables, tant nous attendions le moment où nos regards se croiseraient, où nos mains se rejoindraient. Notre amour était simple, vrai, intense. Pendant près de 2 ans, nous avons partagé des instants précieux, tissés de rires, de silences complices, de promesses murmurées. La fin du lycée approchait, tandis que lui rêvait d'université. Moi, je savais que ma réalité serait tout autre. Je resterais là, à travailler dans l'exploitation de mon cousin. Mais Eden ne cessait de me rassurer. Il me disait de tenir bon, que tout cela ne durerait qu'un temps, qu'un jour, après ses études, nous nous marierions. Ces mots, je les gardais contre mon cœur comme un talisman. Mais à la fin du mois de mai, quelque chose a changé. Eden n'était plus le même. Au lycée, il me fuyait, ou alors, il me parlait à peine, avec un regard éteint. Il n'avait plus cette lumière dans les yeux, celle qui brillait quand il me voyait. Je sentais que quelque chose n'allait pas, mais il ne me disait rien. Je n'arrivais plus à le voir. 2 semaines sans lui, sans ses mots, sans ses gestes. Le silence est devenu insupportable. Puis, un soir, alors que je rentrais seule du lycée, une femme m'a interpellée doucement. Elle avait les traits tirés, le regard grave. Elle s'est approchée, m'a pris la main, avec une infinie douceur, et s'est présentée. C'était la mère de Eden. « Alma, écoute-moi bien. J'ai des choses importantes à te dire, » a-t-elle murmuré. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Je ne comprenais pas. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Eden t'aime profondément, et je sais que tu es une fille bien. Mais vous ne pouvez pas être ensemble. Ce n'est pas de votre faute, c'est la nôtre, à nous les parents. Nous aurions dû le mettre au courant plus tôt. Eden est promis depuis longtemps à une autre fille. C'est un mariage arrangé, une vieille promesse que nous ne pouvons rompre. Je sais qu'il ne pourrait jamais te quitter de lui-même. C'est pourquoi je viens te demander quelque chose. Alma, je t'en prie, sois celle qui met fin à cette histoire. Lui, il n'y arrivera pas. Je suis restée figée. Les mots m'ont transpercée. J'ai senti mes jambes trembler et les larmes monter. Je ne savais plus quoi penser, plus quoi dire. Mon cœur se brisait en silence. D'une voix brisée, j'ai simplement demandé: « Est-ce que je peux au moins le voir une dernière fois ?» Elle a acquiescé, à contre-cœur. « Oui, mais sache que bientôt, il partira loin pour ses études. Vous ne vous verrez plus. » Ce soir-là, quand je suis rentrée à la maison, l'atmosphère était différente, lourde, silencieuse. Le cousin et sa femme m'attendaient dans le salon, le regard fermé, la mâchoire crispée. Je compris aussitôt. Ils savaient. Quelqu'un les avait prévenus, probablement le père de Eden. Le cousin a pris la parole d'un ton sec, accusateur. Il m'a sermonné comme si j'avais commis une faute impardonnable. Sa femme, elle, n'a pas mâché ses mots. « Tu n'es qu'une traînée, une fille sans morale. Comment as-tu osé t'approcher d'un garçon de bonne famille? Toi, qui n'as rien, qui n'es rien. Tu nous fais honte, après tout ce qu'on a fait pour toi. » Je suis restée muette. Les mots me frappaient comme des gifles. Je n'arrivais même pas à me défendre. Mon cœur, déjà blessé par la révélation de la mère de Eden, se brisait un peu plus. Je voulais crier, dire que je n'avais rien fait de mal, que j'avais juste aimé, mais à quoi bon? J'étais seule, sans voix, sans droit. Le cousin m'a alors relancé d'un ton glacial. « Quand l'école sera finie, tu iras vivre dans la cabane, là-bas, au fond de l'exploitation, et tu travailleras. Peut-être que ça te remettra les idées en place. » La cabane, un endroit isolé, froid, presque oublié des autres. Il voulait m'effacer. Je suis montée dans ma chambre sans un mot, le cœur noué. Dans ce silence pesant, les mots de la mère de Eden résonnaient encore dans ma tête, se mêlant à ceux du cousin et de sa femme. Tout en moi vacillait. Et que pouvais-je répondre? Moi, une fille sans famille, sans avenir tracé, j'avais osé aimer. C'était mon seul tort. Le lendemain, le cœur lourd, je me suis rendue au rendez-vous. C'était notre dernière rencontre. Je le savais. Il le savait aussi. C'était dans ce petit parc près du lycée, notre refuge silencieux,
où le monde semblait toujours un peu moins dur. Quand je l'ai vu apparaître, mes larmes ont coulé sans que je puisse les retenir. Il pleurait, lui aussi. Sans un mot, il m'a serré contre lui, fort, comme s'il voulait arrêter le temps. À travers mes sanglots, je lui ai murmuré. « Aiden, qu'allons-nous faire? Il m'est impossible de t'oublier. » Il a enfoui son visage dans mon cou. Sa voix tremblait. « Alma, c'est encore plus difficile pour moi de te laisser partir. Ma mère m'a dit que tu allais me quitter. Je pensais que si c'était toi qui me disais au revoir, j'arriverais peut-être à l'accepter. Mais si ça devait venir de moi, je n'en serais pas capable. » Il a marqué une pause, puis a continué, le regard noyé de douleur. « Tu sais, je suis tombé amoureux de toi dès la première fois que je t'ai vue, assise seule dans cet escalier. Tu étais si belle, si lointaine. J'ai prié de toutes mes forces pour que tu n'aies pas déjà quelqu'un. Pourquoi faut-il que ça nous arrive, à nous? » Je lui ai répondu, le cœur brisé, mais la voix douce. Peut-être que notre destin n'était pas de nous unir, mais simplement de nous rencontrer, de laisser une trace dans la vie de l'autre. Désormais, je serai comme ce portrait que tu as dessiné, une silhouette devant la vitre, attendant, sans savoir si l'âme qu'elle espère reverra un jour la lumière. Alors, nous sommes restés là, enlacés, tentant désespérément de figer l'instant, d'imprégner notre mémoire du parfum de l'autre, du frisson d'un dernier contact. Nous avons pleuré, ensemble, pendant 1 heure entière, comme si nos larmes pouvaient repousser la séparation. Puis, Aiden, d'une voix douce, m'a demandé « Est-ce que je peux t'embrasser? Tu es la première fille que j'ai aimée. » Et moi, j'étais déjà à lui, son premier amour, mon seul amour. Nos lèvres se sont unies dans un baiser déchirant, empli de douleur et de passion. Il m'a embrassée avec une intensité si brute qu'il m'a mordu jusqu'à me faire saigner. J'ai sursauté, surprise, mais il m'a murmuré, les yeux brillants. « Je garderai une goutte de ton sang. Je ne t'oublierai jamais, jusqu'à la fin de ma vie. » Comment pourrais-je te quitter quand mon cœur ne cesse de crier? Il m'appelle, il te réclame, il brûle encore dans les flammes. Ne me quitte pas, reste dans mes bras. Ne me quitte pas, laisse-moi t'embrasser une dernière fois avant que tu partes sans moi. Ce fut notre dernier instant. Depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais revu. De lui, il ne me reste que ce dessin, ce précieux portrait qu'il m'avait offert, une image figée dans le temps, comme notre histoire, belle et douloureuse, née pour exister, mais pas pour durer. Le lycée terminé, le sort que le cousin m'avait promis est devenu réalité. Il m'envoya travailler à plein temps dans son exploitation agricole, loin de la maison principale, dans une petite cabane isolée en bordure des champs. Je me levais avant l'aube, avant même que les autres ouvriers n'arrivent, et j'étais la dernière à terminer, chaque jour, jusqu'au coucher de soleil. Lorsque la lumière disparaissait, je regagnais seule ma cabane, le corps brisé et l'âme vide. La nuit, je trouvais rarement le sommeil. Chaque craquement, chaque souffle du vent dans les arbres me faisait sursauter. J'étais seule, au milieu de la nature, avec mes peurs pour seule compagne. Les jours passaient, tous identiques, tous aussi lourds. Je me sentais comme un fantôme, répétant les mêmes gestes dans un silence accablant. Aiden avait disparu de ma vie, emportant avec lui la seule étincelle de bonheur que j'avais connue.
Ce bonheur que j'avais poursuivi autrefois me paraissait désormais hors d'atteinte, irréel. Alors, je me contentais d'exister, de survivre dans cette vie sans lendemain. Un après-midi, alors que je m'étais accordé une courte pause devant la cabane, un jeune homme s'est approché. Il m'a observé un instant, puis a demandé: « Vous êtes de la famille de propriétaires? Je ne vous ai jamais vu auparavant. » Je lui ai répondu simplement, sans trop d'enthousiasme. « Non, je ne suis qu'une fille qu'ils ont recueillie après la mort de mes parents. » Il est resté un moment à parler avec moi. Il s'appelait Sohan. Il vivait chez sa tante, dont la petite parcelle de verger se trouvait non loin. Il m'a avoué m'avoir aperçu plusieurs fois, de loin, en passant près des champs. À partir de ce jour, il commença à me rendre visite régulièrement. Parfois, il me saluait en passant. Parfois, il s'arrêtait pour discuter quelques instants, là, dans les champs, ou près de la cabane. Sa présence était douce, apaisante. Il ne posait pas de questions intrusives. Il me parlait simplement, comme si j'existais. Mais tout se sait, toujours. Les employés finirent par rapporter ses visites au cousin. Un matin, lui et sa femme sont venus me trouver, le visage fermé. « Est-ce vrai qu'un garçon vient souvent te voir ?» demanda sèchement le cousin. Je n'ai pas menti, j'ai simplement dit la vérité. Oui, mais il vient juste me tenir compagnie. Je suis seule ici, et j'ai peur, surtout la nuit. À peine avais-je fini ma phrase que la femme du cousin a levé la voix, indignée. Si tu avais peur, pourquoi ne pas l'avoir dit? On aurait pu t'envoyer une de nos filles pour te tenir compagnie. Pourquoi salir ta réputation avec un garçon? Tu nous fais vraiment honte. Ces mots me blessèrent profondément. Il n'était jamais là, ne m'avait jamais demandé comment je me sentais. Et maintenant qu'un inconnu m'offrait un peu d'humanité, on me le reprochait, comme si mon besoin d'un peu de chaleur, d'un peu d'écoute, était une faute. Bien que je sache pertinemment qu'aucune de leurs filles ne mettrait jamais les pieds dans les champs, j'ai tout de même répondu, d'un ton calme mais ferme. Alors, dans ce cas, dites à vos filles de venir dormir ici, de temps en temps, pour me tenir compagnie. Le cousin a promis, presque à contre-cœur, qu'il enverrait l'une d'elles. Mais les jours passèrent, puis des semaines, et sans surprise, aucune des filles ne vint jamais. Seul Sohan continuait à venir, discret et fidèle. Il devenait le témoin silencieux de ma solitude, de ma misère, de cette vie de labeur que j'endurais sans espoir. Un soir, alors que le soleil déclinait et que le vent faisait frissonner les feuillages autour de la cabane, il s'est approché doucement de moi, le regard grave. « Alma, ça me fait mal au cœur de te voir vivre ainsi. Pourquoi ne m'épouserais-tu pas? Je veillerai sur toi, je te protégerai. Tu n'as rien à attendre de cette famille. Ils ne se soucient pas de toi. Pour eux, tu n'es qu'un poids, une bouche de plus à nourrir. Tu mérites mieux, tu mérites d'exister vraiment. » Ces mots ont résonné en moi. Ils disaient tout haut ce que je ressentais depuis si longtemps. Dans cette maison, je n'étais rien, une ombre, une dette vivante qu'on me rappelait sans cesse. Alors, peu à peu, devant tant de sincérité et de bonté, mon cœur s'est ouvert. Après plusieurs demandes, insistantes, mais pleines de respect, j'ai fini par dire oui. Sohan, rempli d'espoir, a alors demandé à sa tante et à son oncle de l'accompagner chez mon cousin pour faire une demande en bonne et due forme. Mais la réaction fut brutale. Le cousin et sa femme furent pris d'une colère noire. Ils refusèrent catégoriquement, prétextant que je leur devais tout, l'hébergement, la nourriture et chaque jour passé sous leur toit. À leurs yeux, je n'avais aucun droit de décider, encore moins celui de me marier sans leur consentement. Ils voyaient dans cette demande une trahison, une ingratitude inacceptable. La demande fut donc rejetée sans appel. Dès le lendemain, le cousin s'était présenté à la cabane, visiblement contrarié. Son regard était dur, son ton plein de reproches. Il me rappela que j'avais été recueillie, nourrie, logée grâce à sa générosité, et que pour cela, je lui devais une dette immense. Selon lui, mon travail dans les champs n'était qu'une manière de m'aider à devenir plus sérieuse, plus mature, plus obéissante. Et voilà que selon ces mots, je voulais tout gâcher en suivant un garçon
que je connaissais à peine. Il m'interdit formellement de songer au mariage, me rappela violemment tout ce que je lui devais, tout ce que je n'avais, selon lui, pas encore remboursé. Il ajouta que Sohan, en plus, ne venait pas d'une bonne famille, comme si cela invalidait ses attentions et ses sentiments. Je tentai de lui faire entendre raison, le suppliant de me laisser choisir ma vie. Après tout, j'étais majeure maintenant, j'avais 18 ans, mais cela ne changea rien. Il ne m'écouta pas, son autorité faisait office de loi. Il m'ordonna de rassembler mes affaires sur le champ et de rentrer à la maison avec lui. J'obéis à contre-cœur, le cœur lourd et les mains tremblantes. De retour à la maison, l'accueil fut encore plus violent que ce que j'avais imaginé. La femme du cousin, déchaînée, me frappa avec une fureur que je ne lui avais jamais vue. Les coups pleuvaient sans retenue, et pendant ce temps, ses filles riaient, me regardant sans compassion, comme si ma souffrance était un spectacle divertissant. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un matelas dur, le corps endolori, brisé de douleur. Chaque mouvement était une torture, et pourtant, ce n'était rien comparé à ce que je ressentais à l'intérieur. Le lendemain matin, de nouveaux règles m'attendaient. Le cousin et sa femme avaient ordonné à leur fille de me surveiller. Il m'était désormais interdit de revoir Sohan, de lui parler, même de lui écrire. Je devais rester enfermée dans une chambre, n'ayant le droit d'en sortir qu'aux heures des repas. Et pourtant, Sohan continuait à venir. Il se présentait à la maison, espérant me voir, m'entendre, même brièvement. Mais les filles du cousin lui mentaient sans honte, lui affirmant que je n'étais pas là, que j'avais quitté la maison. Sohan savait qu'elle mentait, il le sentait. Depuis Eden, il était le seul à être soucié sincèrement de moi, le seul à m'avoir tendu la main sans attendre de retour. J'avais déjà perdu Eden, balayé par un destin que je n'avais pas choisi. Je ne voulais pas, je ne pouvais pas perdre aussi Sohan, même si au fond de moi, je ne savais pas encore avec certitude ce que je ressentais vraiment pour lui. Mais une chose était sûre, il représentait l'unique lumière dans cette vie obscure. Cela faisait déjà 3 mois que je n'avais plus vu Sohan. Chaque jour, je guettais un signe, un message, une preuve qu'il n'avait pas abandonné, mais rien ne venait. Alors j'ai fini par croire qu'il avait baissé les bras. Mon cœur se noyait dans le désespoir. Mais un matin, très tôt, alors que toute la maison dormait encore, j'ai entendu des petits cailloux frapper doucement à ma fenêtre. En allumant la lumière, j'ai su tout de suite. C'était lui. Mon cœur a bondi. Il était là. Il m'avait attendu toute la nuit. Je me suis habillée en hâte, tremblante d'émotion, et je suis sortie discrètement. Dans l'ombre, encore fraîche de l'aube, il se tenait là. Quand il m'a vue, il a esquissé un sourire soulagé et s'est précipité vers moi. Il m'a pris la main, ses doigts tremblant légèrement. Son regard grave et rempli d'espoir s'est accroché au mien. Alma, est-ce que tu m'aimes vraiment? Si c'est le cas, alors reviens avec moi. Pars avec moi. Ma tante, mon oncle et moi, on quitte le pays aujourd'hui. On va rejoindre mes parents, en France. Il ne nous reste que quelques heures pour prendre les billets. C'est maintenant ou jamais. Je suis restée figée, prise de court, le souffle court. Mon cœur battait à toute allure. Je ne savais plus quoi dire. J'ai balbutié, hésitante. Mais, Sohan, on n'est même pas mariés. Il a esquissé un sourire doux, comme pour apaiser mes craintes, puis a glissé ses mains dans les miennes avec tendresse. Je le sais, Alma, mais ne t'inquiète pas. Mes parents et quelques amis de confiance ont tout préparé depuis ces 3 derniers mois. Les visas sont prêts, tout est en ordre. Il ne manque plus que toi. Il ne manque que ton oui. Puis, il a murmuré, comme un aveu douloureux. Alma, je t'aime tellement, et je ne sais pas comment je pourrai continuer à vivre sans toi. Si tu refuses, si tu ne viens pas avec moi, alors ce sera la fin. On ne se reverra plus jamais. Ces mots ont frappé en plein dans ma poitrine. Mon cœur s'est mis à hurler. J'étais terrifiée de tout quitter, de tout risquer, mais encore plus terrifiée de le perdre lui. Alors,
J'ai levé les yeux vers lui, le souffle tremblant. Sohan, si je te suis, promets-moi une chose. Tu ne dois jamais m'abandonner, jamais aller vers une autre femme. Tu dois m'aimer jusqu'à la fin, car je n'ai que toi. Dans cette vie, je suis seule, et tout ce que je poursuis, c'est un peu de bonheur. Je veux croire qu'il durera. Il a caressé doucement ma joue, les yeux brillants d'émotion. Alma, je te le promets, dans cette vie, tu seras la seule, mon seul amour. Je te protégerai, je te rendrai heureuse, jusqu'à mon dernier souffle. Et à cet instant, j'ai su que je devais le suivre, que je n'avais plus rien à perdre, et que peut-être tout à gagner. J'ai alors choisi le chemin de l'amour et du bonheur, même s'il était pavé d'incertitude. Je suis retournée en hâte récupérer mon sac, mon passeport toujours valide, et j'ai enfilé mon manteau sans même réfléchir. Mon cœur battait la chamade. Je sortais en silence, sans me retourner, et je retrouvais Sohan à l'endroit convenu. Sa tante et son oncle nous attendaient devant chez eux, le regard bienveillant, prêt à nous accompagner. Une longue route nous attendait jusqu'à l'aéroport, et encore plus loin, une nouvelle vie. Quand nous sommes arrivés en France, les parents de Sohan étaient là, debout dans le hall d'arrivée, le sourire aux lèvres. Ils m'ont accueilli avec une chaleur que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Ils me connaissaient déjà, à travers les mots de Sohan, à travers l'histoire qu'il leur avait racontée. Ils savaient tout, ou presque, et pourtant, ils m'acceptaient. Installés dans leur maison modeste de la banlieue parisienne, ils ont rapidement organisé une petite cérémonie religieuse, simple, mais émouvante, selon nos traditions. Ce jour-là, je suis devenue officiellement l'épouse de Sohan. Nous avons ensuite emménagé ensemble dans un petit appartement. C'était peu, mais c'était à nous. C'était le début d'un nouveau chapitre. Sohan travaillait dur, et chaque soir, quand il rentrait et qu'il me trouvait le regard perdu, il me prenait doucement la main et me demandait: « Chérie, qu'est-ce qui te tracasse? Tu as encore entendu des gens parler dans ton dos, n'est-ce pas? Mais tant que ces mots ne viennent pas de moi, pourquoi leur donner de pouvoir? Tu sais, je t'ai fait la promesse d'être le meilleur des maris, et je tiendrai parole. Tu as eu le courage de tout quitter pour me suivre, Alma. Tu m'as prouvé ton amour. Alors jamais, jamais je ne t'abandonnerai. » Et à chaque fois, ces mots tombaient comme une pluie douce sur mes blessures. Il savait exactement comment apaiser mes douleurs. Quelques mois plus tard, j'ai moi aussi trouvé un travail. Petit à petit, nous avons commencé à bâtir notre vie à deux. Une vie simple, faite de travail, de rire, de soirs tranquilles, à se parler du passé et à rêver de l'avenir. Et puis, le bonheur m'a inondé, le jour où j'ai donné naissance à notre premier enfant, un petit garçon. J'ai pleuré en le tenant contre moi pour la première fois. Je l'ai appelé Eden, en hommage à mon amour perdu, pas par regret, mais pour que jamais je n'oublie d'où je viens, pour que chaque partie de mon histoire, même la plus douloureuse, vive encore à travers lui. Aujourd'hui, je vis dans la paix et le bonheur que j'ai tant cherché. Avec Sohan et nos 4 merveilleux enfants, nous venons enfin de réaliser un rêve longtemps espéré, acheter notre propre maison, fruit de nombreuses années de travail, de patience et de sacrifice. Parfois, lorsque mes enfants se plaignent de petits tracas ou qu'ils oublient la valeur de ce qu'ils ont, je leur raconte mon histoire. Je leur parle de cette jeune fille que j'étais, seule, perdue, brisée, et de ce choix courageux que j'ai fait, suivre leur père, sans rien d'autre que l'espoir d'une vie meilleure. Je leur raconte, non pour les rendre tristes, mais pour qu'ils comprennent que rien n'est acquis, que le bonheur se mérite, et qu'il naît parfois dans les chemins les plus incertains. Récemment, un appel inattendu a réveillé une part de mon passé. C'était mon cousin. Sa voix tremblait, brisée par les années et le remords. Il m'a dit entre 2 sanglots: « Alma, pardonne-nous. À l'époque, nous n'avons pas su réfléchir. Nous avons agi avec dureté, avec orgueil. Mais aujourd'hui, nous sommes sincèrement heureux que tu aies trouvé le bonheur. Peut-être que c'était ton destin. Peut-être que tout devait se passer ainsi.
Alma, tu n'as plus aucune famille à part nous. Ne nous oublie pas. Reviens de temps en temps au pays pour nous voir. Ces mots m'ont bouleversé. Ils m'ont rappelé à quel point le pardon peut apaiser, même après des années de silence. Et peut-être que le véritable bonheur ne se trouve pas seulement dans ce qu'on construit, mais aussi dans ce qu'on parvient à guérir. Ma vie n'a pas été facile, mais elle m'a appris une chose essentielle. Il faut oser croire en ses rêves, même lorsque le monde entier vous dit le contraire. Il faut avoir le courage de suivre son cœur, même si le chemin est incertain, car parfois c'est au bout de la douleur que se cache le vrai bonheur.